Il est 21 h ici à Paris, même heure à Bruxelles, 20 h à Londres. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, édition spéciale pour vous faire vivre un moment totalement inédit pour l'Union européenne et la fin d'une époque dans l'histoire britannique. Ce soir, à minuit, hors de Paris, le Royaume-Uni ne sera plus l'un des 28 membres de l'UE au terme de 3 ans et demi de tractations relevant souvent du psychodrame consécutif au référendum en faveur du Leave de 2016. Avec nous, pour vous faire vivre cette soirée exceptionnelle, nos correspondants et envoyés spéciaux, Hervé Amoric et Clovis Casali à Londres, Sylvain Rousseau à Belfast, Karim Yayaoui à Édimbourg, également avec nous ici en plateau, Gauthier Rybinski qui a souvent commenté les rebondissements du Brexit depuis plus de 3 ans pour nous, mais aussi nos chroniqueuses. Ce sera Claire Bonichon pour l'économie, Serine Bey pour un œil sur les médias. Et on prend tout de suite la direction de Londres où nous attend Hervé Amoric. Bonsoir Hervé, c'est une atmosphère très particulière, on l'imagine, ce soir dans la capitale britannique. Absolument. Tout à l'heure de cet après-midi, il y avait quelques milliers de manifestants qui, eux, veulent rester dans l'Union européenne, mais ils sont quand même moins nombreux dans les rues ce soir, à une centaine de mètres à ma droite ici. Il y a quelques milliers de célébrants qui, eux, n'attendaient que cela depuis 3 ans, après avoir voté pour sortir de l'Union européenne. Ils étaient bien sûr 52% d'électeurs britanniques. Ils voulaient absolument sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont effectivement ce qu'ils cherchaient. Ils vont célébrer. Bien sûr, il y a le Brexit Party, Nigel Farage et les siens qui vont célébrer clairement ce soir avec force discours à quelques centaines de mètres autour ici, à côté du Parlement, bien sûr. Et il y a Boris Johnson dont on attend le discours à la nation, un discours, bien sûr, où il va tenter de rassembler un pays fracturé entre les Remainers, ceux qui veulent rester, et les Leavers, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. Ça sera extrêmement difficile. Aujourd'hui même, Boris Johnson avait, avec toute son équipe de ministres, présenté un cabinet des ministres déplacés dans le nord-est de l'Angleterre, dans la ville de Sunderland, qui n'avait sans doute jamais vu autant de ministres à la fois, pour symboliquement remercier ceux dans le nord-est de l'Angleterre qui ont voté pour Boris Johnson, lui ont donné sa majorité pour sortir de l'Union européenne et qui avaient déjà voté, bien sûr, en 2016 pour sortir de l'Union européenne. Mais peut-être que ces électeurs du nord-est industriel risquent de se poser des questions si, effectivement, dans les mois qui suivent, parce qu'il reste désormais seulement moins de 11 mois au Royaume-Uni pour trouver un accord de libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, s'il y avait des difficultés de ce côté-là, peut-être que ces habitants de la zone industrielle du Royaume-Uni risquent d'avoir des problèmes, de perdre des emplois. Ce sont les questions qui sont posées maintenant à la population britannique. Eh bien, on n'y répondra pas ce soir. Ce n'est une journée exceptionnelle de célébration et pour d'autres, un moment extrêmement difficile à supporter pour tous ceux qui ont l'impression qu'on coupe un cordon après 47 ans dans l'Union européenne. Merci beaucoup Hervé en direct de Londres. Et pendant ce temps, à Bruxelles, c'est l'ambiance gueule de bois. Les pots de départ se sont succédés en cette fin de semaine. La plupart des eurodéputés britanniques au chômage technique ont le blues. Les drapeaux britanniques ont aussi été abaissés et relégués au musée de l'histoire de l'Union européenne. Voyez ce reportage dans la capitale belge d'Alix Le Bourdon. Plus que quelques heures dans ce bureau qu'elle a occupé pendant près de 8 ans. Ok, on fait les cartons. C'est avec émotion que cette eurodéputée nord-irlandaise tourne la page européenne, elle qui s'est battue toute sa vie pour les idées de son parti, le Sinn Féin. Territoire britannique, l'Irlande du Nord a été au cœur des négociations, avec la menace d'un retour à une frontière physique sur l'île. Aujourd'hui, l'ancienne volontaire de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, ne cache pas sa colère face à ce départ forcé. En 2016, sa région a voté à plus de 56% pour le maintien dans l'Union. Je pense tout d'abord aux gens qui m'ont envoyé ici.
Ils savent comme moi que nous sommes jetés dehors contre notre souhait, exprimé de manière démocratique, de rester dans l'Union européenne. Mais pas de défaitisme pour cette militante convaincue qui profite de ces derniers instants à Bruxelles pour démultiplier les contacts. Poursuivis par l'Espagne pour sédition, ces deux indépendantistes catalans viennent d'être autorisés à prendre leurs fonctions d'eurodéputés. Il y a des intérêts qu'on partage avec eux, comme le droit à l'autodétermination, et donc ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Quand je ne serai plus là, j'ai besoin qu'eux continuent à exprimer le droit de la population d'Irlande à un référendum sur l'unité. Pour cet autre député, les adieux sont aussi difficiles. Ces étudiants d'Oxford profitent in extremis d'une visite du Parlement européen. Ça a été un sentiment très agréable de se sentir utile et encore une fois, j'aimerais tellement continuer à le faire. Une ambiance bien particulière pour ces étudiants britanniques. C'était déjà étrange quand on a sorti nos passeports britanniques et qu'ils ont été contrôlés à l'entrée. Je me suis dit que ça allait être différent dans un an, complètement différent. L'eurodéputé essaie d'oublier qu'il s'agit de ses derniers moments à Bruxelles, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir un peu d'amertume. Je vois tous ces changements politiques passionnants comme le pacte vert européen. Malheureusement, je ne peux pas y participer. C'est triste et frustrant. À partir du 1er février, ce drapeau ne flottera plus ici, devant le Parlement européen à Bruxelles. Le Royaume-Uni sera devenu un État tiers et il s'agira donc pour l'Union européenne de définir sa future relation avec son voisin immédiat. Voilà donc pour le blues à Bruxelles. Gauthier Rybinski, bonsoir. Bonsoir. Depuis plusieurs dizaines d'années, on avait connu les élargissements successifs de l'Union européenne, l'approfondissement des relations entre États membres. Cette fois, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'UE qu'un État se retire du club. C'était encore impensable il y a quelques années. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Oui, c'était impensable, ne serait-ce que pour David Cameron, par exemple, qui est à l'initiative du référendum de juin 2016 et qui a été d'autant plus volontiers à l'initiative de ce référendum qu'il était persuadé que le Brexit ne l'emporterait pas. Et autant il y a eu des alertes dans l'histoire du Royaume-Uni et l'Europe, des alertes de départ, et à chaque fois, ça a été démenti par la réalité des urnes. Là, il y a eu une conjonction de beaucoup de choses, notamment, on l'a dit et redit, mais c'est capital, d'un certain populisme britannique qui a fait florès avec Nigel Farage, avec les UKIP, et puis aussi, surtout, quelque chose qui est très frappant, qui est la volonté d'une majorité d'électeurs britanniques d'aller jusqu'au bout, indépendamment des réserves qu'eux-mêmes peuvent formuler sur ce Brexit. On a vu et entendu des citoyens, y compris Theresa May, bien sûr, et des gens qui ont dit il faut aller jusqu'au bout, comme si c'était un engagement fondamental d'aller jusqu'au bout du Brexit, quoi que ça coûte. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le populisme, c'est une leçon sur le populisme européen en général, est une manière aussi de montrer un peu l'engourdissement et l'atonie que l'on peut ressentir dans des régimes démocratiques. Et là, on voit très fort avec les images de ce qui se passe aujourd'hui, ce soir à Londres, il y a une forme d'émotion, il y a une forme de pathos dans cette volonté de vivre le Brexit et de vivre finalement quelque chose qui soit emballant, enthousiasmant. A contrario, et ça a été le grand défaut, et c'est toujours le grand défaut de l'Europe, jamais elle n'a été capable de faire comprendre que les préceptes principaux de l'Europe, même que ses réalisations, avaient quelque chose d'enthousiasmant. Ça, c'est le gros problème de la technocratie européenne. Et de la communication, évidemment, et de la pédagogie. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, quand vous me demandez si finalement on aurait pu penser à cela, c'est quelque chose qui vient de loin, mais dont on n'a jamais imaginé la réalité possible. Merci Gauthier. Alors l'accord de Brexit conclu en octobre dernier, signé la semaine dernière par Boris Johnson et ratifié ce mercredi par le Parlement européen, prévoit les modalités âprement négociées du divorce entre Londres et Bruxelles. Un texte très complexe pour le commun des mortels, mais dont les principaux points vous sont maintenant expliqués par Julien Cheïda et Mathilde Benezet. Après 3 ans et demi de longues tractations, le gouvernement britannique et l'Union européenne sont parvenus à un texte commun pour sceller le Brexit. Le texte en question contient 115 pages, agrémenté d'une centaine de pages de notes explicatives et rédigé dans un langage opaque. Voici donc les 4 points principaux. Le Royaume-Uni doit passer par une période de transition avant de quitter définitivement l'Union européenne à la fin 2020.
Cette date peut être reportée de 2 ans au maximum. Pendant cette période, l'UE traitera le Royaume-Uni comme s'il s'agissait d'un État membre. Le pays conservera tous ses droits d'accès au marché unique et continuera d'appliquer l'ensemble du droit européen, y compris les nouvelles règles adoptées par Bruxelles. En revanche, Londres ne siégera plus dans les institutions européennes et ne participera plus aux décisions de l'UE. Le texte indique aussi comment le Royaume-Uni réglera la facture du divorce à Bruxelles sur la base des engagements précédemment pris par Londres dans le budget de l'Union européenne. Une enveloppe avoisinant les 40 milliards d'euros. Concernant les droits des citoyens, une autorité indépendante devra garantir ceux des 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, mais aussi des 1,3 million de Britanniques vivant dans l'UE. Dernier et principal point de blocage des négociations, la gestion de la frontière irlandaise. L'Irlande du Nord fera partie d'une union douanière britannique, mais restera alignée sur certaines règles européennes. Un fromage produit dans la province britannique devra par exemple répondre en tout point aux normes sanitaires et d'étiquetage des produits européens. Concernant les produits en provenance de pays tiers comme les États-Unis, s'ils restent en Irlande du Nord, ce sont les droits de douane britanniques qui seront appliqués. En revanche, si ces marchandises sont destinées à entrer dans l'Union européenne, les autorités britanniques devront appliquer les droits de douane européens. Les contrôles seront alors faits en mer d'Irlande et dans les ports nord-irlandais. Alors voilà pour ce qui est du divorce, mais on ne connaît pas pour l'heure la nature de la relation qui unira Londres au 27. Et c'est tout l'enjeu de cette période de 11 mois qui est en train de s'ouvrir. Le plus dur reste à faire, Gauthier. Oui, parce que d'une part, on ne sait pas exactement ce que Boris Johnson a en tête. Pour lui, il y a quand même un aboutissement aujourd'hui, ce soir. Est-ce que la suite est quelque chose qu'il envisage de manière précise? C'est pas certain. Dans son esprit, l'homme qui rentre dans l'histoire, c'est l'homme qui a fait le Brexit. Et c'est lui. Donc ça, c'est une première incertitude. La deuxième, c'est que on le voit à travers cet accord que doivent négocier l'Europe et le Royaume-Uni. Il y a bien sûr des données économiques, l'échange, le réseau, si j'allais dire, le régime douanier des échanges. Mais il y a plus fort que ça. Il y a tout ce qui relève de la réglementation européenne et qui n'est pas une réglementation comme ça pour faire de la technocratie ou de la bureaucratie, c'est par exemple sur le dumping social. Si la Grande-Bretagne baisse ses salaires, elle peut introduire une sorte de dumping par rapport à l'Europe, et ça c'est inacceptable pour l'Europe, parce que quoi qu'on en dise, l'Europe défend un certain nombre de garde-fous en matière sociale. Pareil sur les normes sanitaires, sur les produits. La Grande-Bretagne a dit on ne prendra pas du poulet au chlore américain, mais enfin on ne sait jamais si des fois il était moins cher et avantageux, donc ça c'est important. Et puis surtout la redéfinition d'une relation avec un Royaume-Uni qui estime toujours être en Europe, ils le disent, c'est-à-dire quand même une armée conséquente, et puis le nucléaire, et puis le poste au Conseil de sécurité, le poste permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que ça redéfinit tout cela? Le Brexit, c'est pas certain. C'est pas certain d'ailleurs que le public britannique qui a souhaité le Brexit s'interroge sur le rôle dans le monde du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, c'est une question qui en 3 ans a été très très peu posée. Merci Gauthier. Revenons maintenant sur l'intégration historiquement du Royaume-Uni à la CE, devenue ensuite l'Union européenne, qui n'avait rien d'évident au départ. Et le pays a toujours d'ailleurs gardé un rapport particulier à ses partenaires européens. Comme le disait le général de Gaulle, l'Angleterre a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées. La nature propre à l'Angleterre diffère profondément de celle des continentaux. Fin de citation. Une partie de la population et de la classe politique britannique ont toujours été eurosceptiques. Pourquoi? Explication de Catherine Norris-Trent avec des illustrations d'Adèle Gastel. Ça n'a jamais été vraiment simple entre le Royaume-Uni et l'Europe. Même juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, l'ancien Premier ministre Winston Churchill a appelé à former des États-Unis d'Europe. C'est juste qu'il ne voulait pas que son pays en fasse partie. Et dans les années qui suivaient, le Royaume-Uni a été préoccupé avec l'effondrement de son empire et ne s'est pas joint aux 6 pays fondateurs de l'Europe. C'est vraiment la crise diplomatique et militaire du canal du Suez en 1956 qui va forcer la Grande-Bretagne à se rendre compte qu'elle n'est pas si grande que ça, qu'elle est une ancienne grande puissance et elle se retourne enfin vers l'Europe. Mais attention, ce n'est pas si simple.
le général de Gaulle a posé son veto 2 fois sur l'entrée du Royaume-Uni en Europe, en 1963 et 1967. Pour lui, ces anglo-saxons ne portaient pas à cœur le projet européen. Les Britanniques ont dû attendre son départ pour avoir le feu vert et devient pays membre en 1973. Et là, il suivait un premier référendum suite à des bagarres politiques en 1975. Mais cette fois-ci, les Britanniques ont voté à 67% de rester dans l'Europe. Une des têtes d'affiche pour le oui, Margaret Thatcher, la future Première ministre. Et oui, elle était favorable à l'Europe à l'époque. Elle espérait un paradis commercial. Mais l'idée d'une union toujours plus étroite lui faisait horreur. Et elle refusait l'entrée du Royaume-Uni dans la zone Schengen en 1985 et l'idée même de l'euro comme monnaie unique. Elle était suivie par les eurosceptiques dans son camp et dans la presse qui déplorait des atteintes à la souveraineté britannique. Et depuis la fin des années 80, l'Europe a toujours été un cauchemar pour le Parti conservateur, divisé par des eurosceptiques virulents. David Cameron, alors Premier ministre, a fini par appeler un référendum en 2016. Et un référendum, mais cette fois d'indépendance, c'est ce à quoi aspire une majorité de la population écossaise. La dirigeante Nicola Sturgeon, forte du succès de son parti, le SNP, aux dernières législatives convoquées par Boris Johnson, envisage un second référendum d'indépendance. On rejoint sur place notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, quelle est l'ambiance ce soir à Édimbourg ? Alors je suis du côté du Parlement écossais et tout à l'heure il y avait pas mal de monde. De loin ça ressemblait à quelque chose de plutôt festif, on entendait des cornemuses, des chants, de la musique, mais en réalité la plupart des Écossais qui étaient là étaient plutôt tristes parce que pour eux c'est un jour triste que ce jour du Brexit, parce qu'ils considèrent, et beaucoup de ceux qu'on a rencontrés le considèrent, que ce départ de l'Europe, ils n'en voulaient pas. Il y avait d'ailleurs eu un vote contre le Brexit au moment où il a été voté, et certains considèrent que finalement on les traîne hors de l'Europe contre leur gré. Des Écossais qui restent tout de même déterminés parce qu'il y a une lueur d'espoir avec la possibilité d'un référendum, notamment alimenté par les déclarations de la Première ministre Nicola Sturgeon, même si les choses seront sans doute difficiles à mettre en place, puisqu'elle a un petit peu rétropédalé en expliquant qu'un référendum simplement consultatif, ça serait beaucoup d'énergie pour rien et qu'il faudra s'employer plutôt à poser les bases légales d'un référendum qui pourrait permettre véritablement à l'Écosse de quitter le Royaume-Uni. Et puis il y a aussi tous ceux qu'on a croisés et qui étaient un petit peu frustrés parce qu'ils nous ont expliqué qu'il y a quelques années, en 2014, ils avaient justement voté contre l'idée de quitter le Royaume-Uni à l'époque parce qu'ils avaient peur que s'ils quittaient le Royaume-Uni, ils allaient aussi quitter l'Europe. C'est ce qui se passe aujourd'hui et ils parfois regrettent amèrement leur choix de 2014. Merci beaucoup Karim, en direct d'Édimbourg. Gauthier, le Brexit est loin d'avoir livré toutes ses conséquences. Certains craignent même une implosion du Royaume-Uni. Oui, c'est ce qu'on voit avec l'exemple de l'Écosse. L'exemple nord-irlandais est plus compliqué parce qu'il est toujours dans cette perspective souhaitée ou crainte d'une réunification de l'île irlandaise. Là, en ce qui concerne l'Écosse, c'est intéressant parce que il y a un lien étroit entre l'Europe et l'idée d'indépendance. Personnellement, je ne sais pas si c'est par amour européen que les Écossais en viennent à l'indépendance, ou si c'est par amour de l'indépendance qu'ils voient l'Europe comme un instrument. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est conçu l'Europe comme un moyen d'émancipation, à tort ou à raison, mais un moyen d'émancipation. Là, ce qu'on voit par rapport à une division au sein du Royaume-Uni, c'est clairement, par exemple, l'attitude vis-à-vis des travailleurs étrangers. L'attitude vis-à-vis des travailleurs étrangers, elle est
dans la partie anglaise, quelque chose d'extrêmement qui a joué très fort dans le Brexit, avec une forme de xénophobie, de racisme, à l'endroit d'ailleurs des travailleurs venus d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, beaucoup plus que vis-à-vis des Pakistanais ou des Indiens qui sont considérés comme des membres de la famille. En Écosse, c'est l'inverse, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc, ces travailleurs sont les bienvenus. Vous voyez, la différence se joue sur des choses comme ça. Donc, effectivement, il n'y a pas... on est loin d'avoir vu toutes les conséquences. Les conséquences aussi, c'est la relation avec l'Amérique, avec les États-Unis. Est-ce que le Royaume-Uni va devenir un vassal suiviste des États-Unis parce que Donald Trump, malgré son amitié pour les Anglais, ne va pas faire de cadeaux dans un accord commercial? Ça aussi, c'est intéressant et important. Et puis, d'une manière plus générale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir comment un mouvement populiste qui a pris le dessus, et c'est le cas au Royaume-Uni, mène sa barque et fait en sorte, précisément, d'essayer de réunifier la société. C'est pas garanti, c'est pas facile du tout. Merci Gauthier. Je vous le rappelle, ce soir à minuit, heure de Paris, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne. Temps fort, l'un des temps forts de cette soirée, donc à vivre sur France 24 à partir de 23h heure de Paris. Ce sont ces 2 heures d'édition spéciale en direct de Londres par nos envoyés spéciales Caroline de Camaret et Dominique Bayard de RFI. Donc à partir de 23h heure de Paris, et à voir également sur notre site internet notre live blog consacré au Brexit. Rendez-vous donc sur www.france24.com. On passe maintenant au reste de l'actualité internationale avec tout d'abord ce bilan du coronavirus en Chine qui s'est encore alourdi. 213 morts et près de 10 000 personnes contaminées. La progression géographique du virus se poursuit elle aussi. 2 cas notamment en Italie, 2 autres en Angleterre où a atterri un avion rapatriant 110 Britanniques et d'autres ressortissants étrangers. Même chose en France où un premier avion de rapatriement est arrivé sur la base d'Istres, dans le sud-est de la France. C'est un récit de notre consoeur de France 2, Anne-Charlotte Inet. Les voilà arrivés à leur destination finale. À bord de ces autocars, 182 personnes rapatriées de Wuhan. Pendant 14 jours, elles seront confinées dans ce centre de vacances de Carry-le-Rouet. Interdiction de sortie, principe de précaution. Un cadre agréable, convivial, tout sauf un décor d'hôpital. Plutôt une bonne surprise pour ces familles, d'après un journaliste qui filme à l'intérieur. C'est du coup une ambiance beaucoup plus type colonie de vacances, retrouvailles en famille ou entre amis pour passer quelques jours de vacances. C'est un moyen aussi de dédramatiser la situation et de mettre les rapatriés en confiance et dans une atmosphère détendue après le stress qu'ils ont pu connaître ces derniers jours. Entourés jour et nuit de bénévoles et de médecins, ils seront sous surveillance constante. Chaque famille réunie dans une même chambre, 14 jours à l'isolement, leur température relevée 2 fois par jour. Sorties autorisées seulement dans les jardins du centre. Ils seront alors en contact avec d'autres pensionnaires, mais devront porter un masque. Ce n'est pas un centre de détention, donc évidemment, toute personne aura le droit d'aller et venir dans le site. Et puis, nous allons mettre en place un certain nombre d'activités, notamment pour occuper les enfants. Quelques heures plus tôt, à bord de l'A340, atterrissage en douceur à Istres pour ces rapatriés sanitaires tous volontaires. Un vol de 12h30 depuis Wuhan. Les hôtesses portent des masques. D'infinies précautions sont prises avant de quitter l'avion. À bord, 2 passagers présentaient à leur arrivée des symptômes. Ils ont été immédiatement transférés à l'hôpital de la Timone à Marseille, dans ce service d'infectiologie. Ils ont été testés, ils sont tous les 2 négatifs. Ils vont donc pouvoir retourner dans le centre et dans le lieu d'accueil. Impossible pour les proches de rejoindre les familles à l'intérieur du centre. Devant, des gendarmes monteront la garde 24 heures sur 24. L'Afrique est pour l'heure épargnée par l'épidémie de coronavirus, mais des cas suspects ont été détectés au Kenya, en Éthiopie ou encore au Soudan. En Côte d'Ivoire, les tests effectués sur l'étudiante arrivée de Pékin et placée en quarantaine le 25 janvier se sont révélés négatifs. Il n'empêche, le pays se prépare malgré tout. Voyez ce reportage signé de notre correspondante Thaïs Brook. À l'aéroport international d'Abidjan, le vol ET934 en provenance d'Addis Abeba vient d'atterrir. Les agents en charge du contrôle sanitaire sont sur le qui-vive. Plusieurs passagers venant de Chine ont emprunté ce vol. S'il y a un passager qui est en état d'hyperthermie, qui fait une fièvre supérieure ou égale à 38,
Là, vous allez voir ici, l'alarme va se déclencher. Chaque passager doit se désinfecter les mains à l'atterrissage. En cas de doute, les agents peuvent aussi contrôler la température à l'aide de ce pistolet thermique. Des procédures rassurantes pour les passagers. Ils ont mis en place le gel désinfectant et tout le reste. C'est plutôt bien organisé. Le risque de propagation du virus alimente la psychose. Ils étaient beaucoup inquiets. Donc quand je voyais les gens qui venaient de Chine, tout le monde portait des masques. Donc je m'éloignais un peu et je n'ai pas voulu rentrer dans les fours. Les équipes sanitaires de l'aéroport ont aussi mis en place un espace pour mettre en quarantaine d'éventuels malades. Et c'est ici qu'on vient conditionner le cas suspect. Les autorités estiment que leur dispositif est prêt car il a déjà fait ses preuves. La Côte d'Ivoire très tôt a réactivé le dispositif qui était en place, qui avait bien fonctionné. Pendant l'Ebola, comme on dit, on ne change pas un dispositif qui gagne. En 2014, la Côte d'Ivoire avait réussi à contenir l'épidémie d'Ebola hors de ses frontières, alors que le Libéria et la Guinée, 2 pays frontaliers, avaient été décimés par la maladie. Abidjan espère renouveler cet exploit avec le coronavirus. Allez, direction maintenant les États-Unis. Soirée cruciale dans le cadre de la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Le président américain pourrait être acquitté si le Sénat rejette la possibilité de convoquer de nouveaux témoins, ouvrant ainsi la voie à l'adoption du verdict final. Il devrait lui être favorable. Le Sénat étant à majorité républicaine, on suivra cela bien évidemment sur notre antenne. Voilà donc pour ce court point sur le reste de l'actualité internationale. On se retrouve bien évidemment dans quelques minutes pour la suite de notre édition spéciale Brexit avec toute notre équipe d'envoyés spéciaux, de chroniqueurs. On fera notamment un point sur les conséquences économiques du Brexit. À tout de suite.